Bonsoir chers amis. Pensez aujourd'hui pour penser demain, saison 1, épisode 3. Merci de nous rejoindre. Dans le premier épisode, nous avons entendu Guillaume de Prémar sur ce qui fait un peuple. Dans le deuxième épisode, nous avons entendu Bruno de Saint-Chamas sur les fondements de l'anthropologie chrétienne. Tout ça nous permet de construire une pensée. Nous sommes mis sous le patronage de la doctrine sociale de l'Église et cela nous permet de voir, de prendre le temps de voir là où nous sommes et là où nous voulons aller par rapport à la crise que traverse le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur la démocratie. La démocratie et les libertés à l'épreuve de la crise. Avec la crise sanitaire, nous avons vu se mettre en place un véritable contrôle des personnes, avec une mise en résidence surveillée de la population et la restriction de toutes les libertés. Et tout cela pleinement assumé par l'État. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, le 3 mai dernier, disait au grand jury RTL « La philosophie est simple. Avec le confinement, on prive de liberté, on ferme les commerces. Avec le déconfinement, on donne de la liberté, mais on l'encadre, on ouvre les commerces, mais on met en place un certain nombre de règles qui vont permettre d'éviter la diffusion et la propagation du virus. La privation de liberté se fait au nom d'enjeux sanitaires. Nous sommes au-delà du principe de précaution qui déjà prévalait et apportait de nombreuses restrictions aux libertés individuelles. Ce n'est pas la première fois que des lois dites liberticides peuvent être prises. On peut penser très récemment à la loi Avia, mais on peut aussi penser à la loi sur la manipulation de l'information, la loi sur la protection du secret des affaires, ou encore celle sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, pour parler de tout cela, j'accueille Henri Hude. Henri Hude, vous êtes philosophe, vous êtes universitaire, vous êtes au sein de l'université Lyon 3, et surtout prêté aux écoles de Coët-Quidan. Tout à fait. Et vous intervenez essentiellement sur les questions d'éthique et de philosophie politique. C'est cela que je dois enseigner aux futurs officiers. Je suis surtout philosophe et c'est là-dessus que je pense avoir un certain nombre d'opinions, de pensées plus exactement raisonnables et raisonnablement certaines. Sur les questions de politique, évidemment, j'ai des opinions, mais je ne leur accorde pas le même degré de certitude. Auparavant, vous avez été professeur à l'Institut Jean-Paul II à Rome, à l'Université pontificale du Latran. Vous avez aussi été directeur de Stanislas à Paris pendant plusieurs années. Et vous êtes un multirécidiviste de l'écriture, j'ai envie de dire. Si vous me permettez cela, je ne vais pas lister la totalité de vos ouvrages parce que l'heure ne suffirait pas peut-être, mais je voudrais juste signaler ce que vous faites autour de la question de l'éthique des décideurs, des ouvrages que vous avez écrits là-dessus, et puis peut-être, et on y reviendra à la fin de notre entretien, cette nouvelle série d'ouvrages que vous êtes en train de publier chez MAM, dans la collection Nouvel Humanisme Chrétien, et avec la formation des décideurs, mais aussi toute une réflexion sur un certain nombre de points qui sont clés, l'éducation, la culture, la santé, etc. Vous nous en parlerez à la fin de cet entretien. Avec vous, Henri Hude, nous allons prendre un petit peu de hauteur, voir comment est-ce que les pièces du puzzle peuvent s'emboîter. Le philosophe nous dira ce qu'il en pense. Voilà comment s'est construit ce processus liberticide. Je précise que cette émission est enregistrée le vendredi 22 mai, à l'occasion de la venue de M. Hude dans le Morbihan. Je profite de cela pour faire cet entretien face à face. Voilà. Alors, c'est ici que je travaille. Pour débuter notre entretien, j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, en mai 2020, en France, sommes-nous toujours dans un état de droit? Le président et le gouvernement sont-ils garants de nos libertés ou en sont-ils devenus les geôliers? Et je rajouterais
Où est la devise de la République? Liberté, égalité, fraternité. Bien. Franz, je vous appelle ainsi, hein, nous nous appelons ainsi. Franz, il ne faut pas, je crois, exagérer. Hein. Nous sommes toujours dans un état de droit, dans la mesure où l'ensemble des faits humains qui se produisent dans notre société restent régis par un système de loi. Il y a une hiérarchie des normes juridiques. Les normes juridiques sont faites selon un processus constitutionnel défini, leur application est réglée, l'abus de pouvoir est éventuellement sanctionné par les tribunaux. Et de toute façon, il y a des juges qui jugent. Donc, formellement, il est incontestable que nous sommes dans un état de droit. Et d'ailleurs, si vous voulez, le sport auquel nous nous livrons en ce moment ne serait certainement pas possible dans d'autres pays, hein, bon, que vous connaissez aussi bien que moi. Donc, en réponse, oui. Le problème de la suppression insidieuse de l'état de droit n'est pas essentiellement lié à la crise sanitaire. Il est lié à la culture profonde qui est la nôtre. Au sommet de l'ordre des normes, vous savez, les grands principes, et les principes, disons, les droits de l'homme et du citoyen. Bien. Le problème est que si l'homme est n'importe quoi, ce qu'on veut qu'il soit, et si ses droits sont ses envies subjectives, servis par son pouvoir de les promouvoir, à ce moment-là, on comprend bien que les droits de l'homme et du citoyen, qui devraient être le palladium des libertés, devient un prétexte à justifier n'importe quel arbitraire. Donc ce qui est en question, à mon avis, c'est le fait que les droits ont perdu de leur solidité en perdant de leur fondement. Leurs fondations ne peuvent être que le fondement absolu, c'est-à-dire l'absolu même avec un grand A, qu'on appelle Dieu lorsqu'on le conçoit personnellement, la raison, la nature. Si on supprime ces fondations, l'une, l'autre, voire les trois, on s'installe dans une sorte de nihilisme philosophique où, théoriquement, la liberté de l'un s'arrête ou finit celle de l'autre, mais comme la liberté est alors définie, de chacun est alors définie comme un infini, c'est comme si je disais mon infini s'arrête où commence votre infini. Or, il n'y a pas de limitation, et à ce moment-là, nous sommes en réalité installés dans un rapport de force. C'est ça le problème. Le problème de base, c'est l'individualisme arbitraire, et c'est certainement cela qu'il faut parvenir à surmonter si on veut donner à notre état de droit une plus grande solidité et éviter que sous prétexte de droit ou de liberté, on impose n'importe quoi. Vous me direz qu'on est là un peu loin de la question sanitaire, et j'en conviens, mais il faut voir que c'est le problème d'ensemble sur le fond duquel peuvent s'inscrire tel ou tel élément. On reparlera, je pense, de la question sanitaire un peu plus tard. Ce que vous voulez dire, en fait, c'est que au-delà de la crise, le problème était déjà présent avant. Oui, mais bien sûr, bien entendu, la crise, d'abord une crise de la culture. C'est une crise de la culture. Pour ceux qui pensent que c'est très bien comme ça, il n'y a pas de crise de la culture. Il y a simplement un processus par lequel s'affirme une idéologie. Simplement, le problème est que s'il n'y a pas, si vous voulez, s'il n'y a pas de vérité objective, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, le dialogue n'a pas de sens. Le raisonnement non plus, la hiérarchie des normes non plus. Et dans ce cas-là, on se trouve en réalité dans l'arbitraire. C'est ce que Hobbes appellerait l'état de nature. Et sous prétexte de liberté individuelle, on rétablit l'état de nature.
C'est pour ça que l'état de nature qui est le contraire de l'état de droit. Et on risque d'avoir une sorte d'état de nature qui est couvert des oripeaux de l'état de droit. C'est ça le danger. Et nous devons tous en être bien conscients. Et comprendre que notre malheur, nous y participons tous. Une loi qui restreint les libertés n'est pas nécessairement liberticide, parce que toute loi qui va donner une liberté à l'un impose nécessairement des devoirs à d'autres, devoir de respecter ses libertés, devoir d'en subir les conséquences, etc. Et forcément, toute loi arbitre en quelque sorte. On ne peut pas tout permettre. De fait, on ne permet jamais tout. Et donc, le problème de fond, il est là. Le problème, c'est celui du découplage entre la liberté de l'individu et, d'autre part, les critères absolus de son jugement, qui sont la vérité et le bien. Et donc la raison. On ne sait pas faire de société libre sans raison. Voilà. Aurait-on perdu la raison aujourd'hui? La raison est affaiblie. La raison est affaiblie. C'est-à-dire, ce que l'on appelle raison aujourd'hui, c'est dans la pratique une sorte de conjonction de deux sous-systèmes qui sont chacun très insuffisants. D'une part, vous avez une espèce de scientisme, de matérialisme, de technoscientisme, où, je dirais, il n'y a de vérité que mathématique et empirique. Et de l'autre côté, vous avez un subjectivisme complet où toutes les opinions se valent. D'un côté, un matérialisme cru, c'est-à-dire tout l'homme n'est qu'un objet scientifique construit suivant des méthodes que l'on sait, y compris ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, la personne. Tout ça, ce n'est rien, ça se ramène à du biologique, du neurologique, etc. Et une fois qu'on a quitté ce domaine, tout d'un coup, on saute dans une sorte d'idéalisme absolu où c'est l'opinion individuelle, la plus arbitraire, le café du commerce, la fantaisie, le jeu des hormones, n'importe quoi, et qui, le temps qu'il fait, la passion du moment, le caprice, et qui fait la vérité. Et l'opinion devient quasiment un dogme. Est-ce que la différence sexuelle, par exemple, est très intéressante. D'un côté, vous avez un matérialisme, l'homme est un primate, n'est-ce pas? Et qu'y a-t-il de plus brutalement matériel et évident que la différence du mâle et de la femelle dans l'ordre biologique? Et puis tout d'un coup, pouf, de l'autre côté, nous sautons dans un idéalisme absolu où mâle et femelle, ou homme et femme, cela devient des constructions culturelles. Même la science, d'ailleurs, deviendra une construction culturelle relativement arbitraire, voire une idéologie, voire un mythe. Et par un phénomène que Orwell appelle de double pensée, c'est très bien analysé dans son bouquin 1984. Donc, pour un phénomène de double pensée, on saute d'un système à l'autre. Ils sont absolument contradictoires, mais habiter des principes contradictoires est la seule façon, en quelque sorte, de rendre durable et justifiable des absurdités. C'est ça, en ce sens, que la raison est faible. Il est évident que il y a des vérités scientifiques, concernant d'abord la nature, bien entendu, les lois de la nature, mais quand on approfondit, on se rend bien compte qu'on est obligé de passer au-delà du positivisme élémentaire, y compris dans l'ordre humain. Quand on étudie
quand on étudie l'ordre humain, on se rend compte que la santé dans son ensemble dépend aussi beaucoup de la santé mentale. Et la santé mentale dépend aussi de facteurs spirituels, et c'est extrêmement important. La visée par l'homme de l'absolu, du sens de son existence, est fondamentale à son équilibre. Donc vous avez quelque chose... La science elle-même suppose un esprit critique très aiguisé. Cet esprit critique très aiguisé suppose une notion extrêmement forte de la vérité, de l'idéal de la vérité. Si on ne se réfère pas à cet idéal qui est véritablement portant lui un infini, si vous voulez, eh bien, il est impossible de faire œuvre de science de manière profonde, régulière et créative. Donc ce qui est en question, c'est ça, voyez-vous, retrouver la raison. Retrouver la raison. Vous avez introduit un mot, la vérité. La vérité, la raison, elles sont connectées, employer un mot moderne, mais quand on parle de vérité aujourd'hui, vous avez évoqué le subjectivisme. On nous explique que tout est relatif depuis un certain nombre d'années, qu'il n'y a pas de vérité nulle part. Comment est-ce que on peut entrer en dialogue avec ce monde qui ne croit pas à la vérité? Mais c'est pas vrai qu'il ne croit pas à la vérité. Et puis ce monde, il est vieux comme le monde. Si vous prenez le monde grec avant Socrate, les grands chefs, c'est Démocrite, matérialiste, pour lequel il n'y a que les atomes, le vide, le hasard et la nécessité. Et puis Gorgias, qui est le sophiste, pour lequel il n'y a pas de... l'homme ne peut rien dire de vrai, s'il y avait une vérité, elle serait inconnaissable, s'il y avait de l'être, on ne saurait pas s'il existe, etc. Non, tout ça, c'est vieux comme le monde. Ce qui est jeune, c'est précisément la naissance de la raison. L'homme, c'est normal qu'il se pose des questions, n'est-ce pas? C'est normal qu'il ait des doutes. Il réfléchit, il se rend compte qu'il ne pourrait pas avoir de doutes, qu'il ne pourrait pas se poser des questions s'il n'était pas capable de mettre ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation ne signifie rien d'autre que ceci est-il vrai? Si c'est la vérité qui permet de penser, c'est la vérité qui permet de douter, c'est la vérité qui permet de questionner. Autrement dit, nous ne sommes pas condamnés à n'être que des questionneurs sans réponse ou des gens qui s'attachent à des réponses sans question. La réponse profonde se trouve dans la question. Dans ce sens, si on creuse très profondément le sens de cette formule, on se rend compte, ça veut dire que Dieu se trouve dans l'homme. Parce que, comme disait Descartes, c'est très profondément, l'homme n'aurait pas l'idée de l'absolu si l'absolu n'existait pas. L'existence de l'absolu est la seule chose qui rende compte sérieusement de l'existence de la pensée humaine et de l'idée de l'absolu à laquelle cette pensée entière se trouve suspendue. Donc, alors, comment pouvons-nous analyser, comprendre la réaction de l'État aujourd'hui, des pouvoirs publics, face justement à cette crise sanitaire qui nous interroge sur notre relation déjà à nous-mêmes, mais aux autres. Comment est-ce qu'on peut comprendre, pour revenir... oui, non, mais je comprends très bien. Je vais revenir un petit peu sur cette question. Mais je suis absolument d'accord avec vous. Il faut penser en décideur, c'est-à-dire en se souciant du monde dans lequel on vit, et il faut savoir faire comme Platon, le circuit qui va des problèmes de la cité jusqu'au premier principe permettant de les résoudre et qui redescend ensuite vers ces problèmes. Simplement, c'est pas forcément toujours la même personne qui peut faire à elle seule tout le circuit, n'est-ce pas? Moi, je pense que je peux dire des choses assez sensées
lorsque on est dans le haut de la boucle, si vous voulez, lorsqu'on redescend, franchement, il faudrait que j'ai étudié plus à fond les dossiers pour pouvoir vous donner une opinion qui serait très autorisée. Alors, avec l'information limitée dont je dispose et les principes par lesquels j'essaye de m'éclairer, je vous dirais ceci. Je ne pense pas que dans la crise actuelle, le projet de l'État soit de limiter les libertés. Sincèrement, non. Je pense que l'État a un sens aigu de sa faiblesse, que les politiciens ont un sens aigu de ce que j'appellerais leur illégitimité culturelle. Comprenez bien qu'à partir du moment où le droit et l'opinion sont tellement individualisés, et on ne peut plus s'appuyer sur du commun. La seule chose qui est commun, c'est qu'il n'y a rien de commun. C'est que chacun cuit sa petite soupe à petit feu dans son petit coin, comme disait le général de Gaulle. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que quelqu'un puisse, qu'un pouvoir soit légitime pour imposer des normes? En réalité, le pouvoir n'est pas légitime. Si, il est légitime lorsque le gros bon sens ressurgit, à savoir, je ne veux pas mourir, je veux être soigné. Je pense que son souci est beaucoup plus celui de la sécurité que de la liberté. Simplement, ce dont il faut avoir conscience, c'est que la sécurité et la liberté sont des biens qui sont en grande partie contradictoires. Votre action peut être un danger pour moi. Donc, si je veux être en sécurité totale, il faut que je vous empêche d'agir. D'autre part, l'État peut parfaitement me dire à moi-même, après vous avoir empêché vous d'agir, que mon action à moi peut, après tout, être dangereuse pour moi aussi. En ce cas, l'État va m'empêcher d'agir afin que je ne me fasse pas de tort à moi-même. C'était un peu ça le sens du confinement, d'une certaine façon. Je crois que le sens du confinement, c'est que l'État a été cueilli à froid dans un état d'impréparation complète, n'est-ce pas? Il est dépassé par une situation, pris au dépourvu, et qu'ils ont fait dans la panique et dans l'improvisation ce qu'ils ont cru devoir soit éviter le pire à la société, soit préserver au mieux leurs intérêts politiques, probablement un peu des deux. Un doux mélange. Vous savez, il y a un principe qu'on attribue à un Anglais. Je crois que c'est aussi vieux, là aussi, que la sagesse des nations. Il ne faut pas chercher toujours à expliquer par la malignité et les mauvaises intentions ce qui peut s'expliquer par la bêtise, la stupidité et la négligence. J'ai envie de vous interroger sur la notion de complot par rapport à ce que vous dites. Ah, notion de complot. Aujourd'hui, on voit fleurir sur ce qu'il est commun d'appeler maintenant les réseaux sociaux des thèses que certains, en tout cas, qualifient de complotistes, tout ça a été préparé, tout ça est visé, est signé et construit. C'est une approche de réduction de la population mondiale, parce que on est trop nombreux, etc. Quel regard est-ce qu'on peut porter sur cette notion de complot, sur ce complot, et peut-être le philosophe va-t-il nous élever un petit peu aussi par rapport à cette théorie? D'abord, le complotisme, bon, c'est un terme, comment dire, un terme péjoratif. Comme on dit que vous êtes complotiste, c'est comme si on vous disait vous êtes idiot, vous êtes arriéré, vous êtes inculte, vous êtes subversif, etc. Bon, laissons cela de côté. Élevons-nous, si vous voulez, élevons-nous à l'essentiel et à un certain nombre de faits. D'abord, quoi qu'on peut dire l'essentiel simplement, premièrement, il y aura toujours des complots. Deuxièmement, tout n'est pas que complot. Troisièmement, la réalité est un mélange de ce genre de choses.
ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui sont complotistes, au sens large du mot. Moi, je suis abonné au Washington Post, qui n'est pas considéré comme un journal subversif de l'ordre établi. Bien, le Washington Post a passé son temps dans les dernières années à dénoncer les complots russes manipulant l'exécutif américain, l'exécutif américain s'est défendu en se disant victime d'un complot, autrement dit la politique américaine, depuis que le président Trump a été élu, n'est qu'une accusation de complot plus ou moins réel ou supposé ou farfelu, n'est-ce pas? Donc tout le monde, en réalité, tout le monde dans cette affaire est farfelu. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous dire en face de gens qui disent tout, on lit tout et le contraire de tout? Donc moi, je n'ai aucune information particulièrement certaine, si vous voulez. La question, on pourrait même se demander, est-ce que le président de la République sait vraiment ce qu'il en est? C'est un homme fort bien informé. Simplement, comment sait-il que ces grands subordonnés lui disent la vérité ou lui disent ce dont il suppose qu'il a envie de l'entendre, comment eux-mêmes ne se font pas éventuellement manipuler par X ou Y. Comment sait-on qu'un complot ne cache pas un autre complot, un troisième, etc. Vous avez lu les romans de Volkov, etc. C'est donc que c'est compliqué, il faut être prudent. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le pouvoir veut du pouvoir. Il y a une sorte de loi, malheureusement, qui fait que le pouvoir appelle le pouvoir, veut conserver le pouvoir, se maintenir au pouvoir, accroître son pouvoir. Et c'est vrai, j'ai pratiquement de toute espèce de pouvoir, et comme l'accroissement de pouvoir se heurte à d'autres volontés d'accroissement de pouvoir, on utilise pas forcément la violence, mais souvent la ruse pour cela, et l'instrument de la ruse qui est le secret. Donc, qu'il y ait des entreprises politiques ou à but politique au sens large du mot, ayant des buts et des moyens discrets, ceci, on le sait a priori, mais vous comprenez, et une chose est de savoir, pour ainsi dire a priori, que des choses sont vraies, et autre chose est de savoir, expérimentalement et dans les faits comment, quel est le mécanisme qui a conduit à une décision. Et là, c'est tout autre chose. Et parfois, même les personnes qui sont les plus à l'intérieur des cercles des décisions ne le savent pas elles-mêmes. C'est le problème des services de renseignement. Vous savez, le maréchal Foch était donc c'est le grand commandant en chef pendant la Première Guerre mondiale, était assez opposé à l'idée justement de l'espionnage, des renseignements, des choses comme ça. Bon, bien sûr, il y a des choses qu'on peut savoir, je dirais de manière très objective, mais au-delà, il dit on cherche à savoir quelle est l'intention de l'adversaire, mais l'adversaire, il ne sait souvent pas ce qu'il veut. Regardez, chez nous, on ne sait pas ce qu'on veut. Il dit les Allemands cherchent à savoir ce que pensent les Français, mais les Français ne savent pas ce qu'ils pensent. Et les Français cherchent à savoir ce que pensent les Allemands, qui ne savent pas ce qu'ils veulent non plus. Donc la plus grande difficulté, c'est de savoir ce qu'on veut soi. Et je pense que la raison pour laquelle un pouvoir est extrêmement faible, c'est pas seulement qu'il est pris au dépourvu, c'est qu'il se trouve il se trouve placé dans un contexte culturel où fondamentalement il n'a pas de légitimité, sauf pour abdiquer et pour laisser aller, et pour laisser se détricoter les choses. Dès qu'il y a du commun, ça devient un pouvoir oppressif.
il perd, pour ainsi dire, sa légitimité. Et dès qu'il voudrait imposer, je dirais, simplement des principes de bon sens, mais de bon sens au sens cartésien du mot, n'est-ce pas? Connaissance, ce que la connaissance, pour ainsi dire, immémoriale nous apprend sur l'homme, c'est fini, il est décrédibilisé, délégitimé. Et comme justement il y a ce défaut de culture humaniste fondamentale, hein, parce qu'il n'y a pas assez de culture classique. Eh bien, à cause de cela, l'État n'a pas de principe, n'a pas de boussole, n'a pas de critères. Donc ce ne sont plus que des techniciens, ce ne sont plus que des gestionnaires, ce ne sont plus que des techniciens du droit, ce ne sont plus des jurisconsultes. Est-ce que c'est la démocratie qui apporte ça, cette délégitimité du pouvoir, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est intrinsèque à un pays qui fait 70 millions d'habitants et où on ne peut plus être comme la démocratie athénienne. Voilà, parce qu'en fait on crée notre personnel politique. Alors il y a un adage populaire qui dit qu'on a le personnel politique que l'on mérite. Mais vous voyez, ma question c'est, en fait, au-delà du personnel politique, c'est d'abord, et on y reviendra sur le personnel parce que je pense qu'il y a des choses à réfléchir, à travailler, mais le système d'abord. Est-ce qu'on a perverti d'une certaine façon la démocratie telle que les Athéniens la concevaient? Est-ce que voilà, comment est-ce qu'on se situe? Et puis j'ai envie de faire aussi le parallèle avec l'exportation du modèle démocratique qui a eu, que l'on a cherché à travers des guerres au Moyen-Orient en disant nous allons porter la démocratie. Est-ce que c'était juste une idée comme ça, ou est-ce que c'était un véritable projet, ou est-ce que c'était une simple justification? Voilà, la réponse à la dernière question est plus facile. Bien sûr, les idéologies sont très souvent le masque de volonté de puissance qui couvre des désintérêts politiques et économiques. Bon, au Moyen-Orient, c'est l'évidence même. Concernant la démocratie, il faut, me semble-t-il, là aussi essayer de s'élever à l'essentiel et surtout au raisonnable. C'est-à-dire il faut atteindre des pensées vraies, n'est-ce pas? Arriver à former des pensées vraies. Parce que seule la vérité est utile. Je veux dire, si il n'est pas vrai que la démocratie vaut mieux que la dictature, pourquoi se battrait-on pour une chose plutôt que pour une autre? D'ailleurs, si la démocratie n'est qu'une construction culturelle comme le genre masculin ou féminin, dans ces cas-là, nous sommes dans un système d'arbitraire, et aussi bien la plus parfaite dictature pourrait être construite culturellement comme si elle était une démocratie, et inversement, une démocratie pourra ressembler à une dictature. Donc tout ça, il faut retrouver la raison que Descartes définit encore une fois comme la faculté de distinguer le vrai d'avec le faux. Le vrai est consistant justement dans une adéquation entre ce que nous disons et ce qui est, n'est-ce pas? Nous aussi faisons partie, avec notre humanité, la structure de notre subjectivité, de cette réalité même. Donc, si l'on admet que l'être humain a une valeur, bien, tout ce qui fait partie de lui, c'est-à-dire aussi son individualité, ses relations sociales, sa raison, aussi sa liberté, son libre arbitre,
ont une valeur. Bien. Par conséquent, a priori, on va développer un projet de société dans lequel il y aura place pour des êtres humains auxquels on reconnaît une valeur, dans leur individualité, dans leur libre arbitre. Bien. Donc on va plutôt aller dans le sens de la construction, l'édification peut-être serait mieux, d'une société libre. Voilà. Donc le terme de société libre est mieux. Alors une société libre, ça se réalise par étapes, si vous voulez. Il faut d'abord qu'il y ait un pouvoir. Parce que sinon, un pouvoir imposant, ce que Hobbes appelle une loi naturelle, c'est-à-dire une loi de paix. Sinon, c'est l'invasion perpétuelle de chaque arbitraire avec toute sa puissance par tous les autres, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de guerre et de foire d'empoigne. Donc la sécurité, la tranquillité, la paix, la première chose. Après, il faut qu'on n'ait pas encore plus peur du pouvoir que de l'anarchie résultant de l'absence de pouvoir. Donc ce pouvoir, normalement, il se régularise. Non seulement il impose des lois, mais il se soumet lui-même à un certain nombre de règles, il ne fait pas n'importe quoi, il délègue le droit de justice à des instances indépendantes, enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Il se constitutionnalise. Donc, comme le dit un auteur américain, le Léviathan, le prince de Machiavel, s'apprivoise. Voilà. Bien. Ça donne l'État. Sous Louis XIV, vous n'avez pas de liberté politique, au sens moderne du mot. Néanmoins, vous avez une parfaite sécurité de vos personnes et de vos biens. L'État ne va pas faire n'importe quoi, il y a des lois fondamentales, etc. Donc c'est une chose très importante. Et puis, après, progressivement, ce qui se produit, c'est que quand un pays, en se développant, en s'enrichissant, en développant des sciences, des techniques, etc., s'enrichit, les personnes développent des liens horizontaux entre eux progressivement. Des élites se forment, s'étoffent. Donc, nécessairement, il se produit comme une sorte d'adolescence de la société. On ne peut pas traiter aux enfants quand ils ont atteint l'âge de 20 ou 30 ans, comme on les traitait quand ils étaient bébés, quand ils avaient 5 ou 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on les aime moins, ça veut pas dire qu'on les respecte moins, ou plus. C'est-à-dire simplement qu'ils ont changé, et que le pouvoir, face à la croissance générale de la société, l'État, le pouvoir se maintient qu'en se retirant, d'une certaine manière, à la bonne distance, à la bonne hauteur. C'est ainsi que se forment les institutions, comme la République, et ensuite, lorsqu'on veut associer l'ensemble des citoyens, dans une certaine mesure, à la prise des décisions collectives, on appelle ça démocratie. C'est un processus, d'une certaine façon, c'est un processus naturel, n'est-ce pas? C'est comme la croissance. Simplement, là encore, ce processus ne peut se produire de manière harmonieuse que si on respecte justement les lois de la nature, un certain nombre de vérités fondamentales, et la raison, la capacité de distinguer le vrai d'avec le faux. Si on suppose qu'il suffit de laisser à chaque individu la faculté de faire ce qu'il lui chante, à ce moment-là, eh bien, le résultat sera exactement le contraire, c'est-à-dire on sera forcé de les verrouiller tous, parce que sinon ce serait le chaos. Et au lieu de faire progresser la démocratie, on revient au pouvoir tel qu'il était avant l'État. Donc c'est une régression complète. Donc, que voulez-vous? Tout dépend de la culture. Ça ne veut pas dire que l'homme la culture, ce n'est pas
n'importe quelle formation arbitraire, n'est-ce pas? L'homme a une nature, et cette nature, c'est celle d'un animal décideur, n'est-ce pas? Vivant en société, doté de langage, capable d'atteindre la vérité, y compris des vérités très absolues concernant le bien et le mal. Autrement dit, et si l'on ne comprend pas, si on ne reconnaît pas cette structure fondamentale de notre être, que normalement toute société civilisée reconnaît peu ou prou, eh bien, loin de progresser vers un idéal de civilisation vraie, on va soit vers un chaos indescriptible, avec le droit du plus fort, la violence, soit vers des formules absolument totalitaires où l'individu n'est plus rien qu'un objet dont on dispose absolument comme on veut. Vous avez évoqué plusieurs fois justement cette absence de culture, ou cette culture amoindrie, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut la qualifier. Est-ce que, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, la faiblesse de l'enseignement, d'un enseignement général de classique, vous avez dit, est-ce qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin pour comprendre qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de culture et voilà, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour justement pouvoir poser ce pouvoir sur cette culture, fonder ce pouvoir? Dans un livre qu'on m'a fait écrire quand je suis arrivé à Coët Quidan, qui s'intitule L'éthique des décideurs, je donne la plus grande importance à la notion de philia, c'est-à-dire à la notion d'amitié. Mais pour les Grecs, la philia, ce n'est pas simplement l'amitié entre des bons amis, des grands amis, c'est plutôt ce qu'on appellerait la bonne sociabilité. C'est la bonne relation qui doit exister avec l'ensemble des membres de votre famille, d'abord avec votre conjoint, ensuite vos enfants, vos parents, que sais-je, vos voisins, vos compatriotes, vos collègues, etc., etc. Et puis, à la limite, même l'étranger, ça peut s'étendre. Vous pouvez même avoir une certaine façon d'amitié vers votre chien, votre chat, votre cheval, enfin, que sais-je. Bien, donc la philia. Philia, c'est la forme humaine et subjective, une sorte de l'harmonie universelle. Et cette philia, voyez-vous, c'est l'analogue dans le monde humain, par exemple de la gravitation. C'est ce qui fait que les choses font corps. Et cette philia, qui est une force unitive, si vous voulez, force de liaison unitive, vous comprenez bien qu'elle est à la fois naturelle, c'est-à-dire indépendante de notre volonté. Hein, mais nous voulons cela. Sans amis, disait Aristote, personne ne choisirait de vivre. Hein, mais en même temps, c'est notre nature profonde, mais c'est elle que nous reconnaissons. Et nous nous rendons compte que c'est bien, et que c'est bon, et que nous aimons beaucoup ça, et avoir des amis, vivre amicalement. Alors, bien sûr, il y a des conditions pour cela. Il faut être juste envers ses amis, c'est le minimum. Et si nous voulons être injustes et être amis avec la même personne, c'est extrêmement difficile, évidemment. On entre dans la contradiction. Donc, il faut dire que, alors, la nature humaine, si vous voulez, c'est cette philia, mais cette philia doit être assumée. Et elle est assumée parce qu'on reconnaît qu'elle est raisonnable, qu'elle est fondée, elle est bonne, et on l'accepte, et on la vit. Et donc, elle est à la fois dans l'ordre de la nature et de l'ordre de la liberté. C'est pour ça que la culture, ce qu'on appelle la culture,
n'est pas séparée de la nature, parce que la culture, c'est précisément une façon de cultiver ensemble cette philia qui est le fond même de notre nature. Alors après, ce que les Grecs appellent philia, les Chinois l'appellent ren. Hein, c'est la même chose, c'est l'humanité, c'est la bonté. Chez eux, c'est quelque chose de plus familial. Chez les Grecs, c'est plus civique. Là, on est dans la différence culturelle, si vous voulez. Mais cette différence culturelle se fait sur un fond d'universalité de la nature. Donc, en notre terme, dire que la nature humaine, c'est de la biologie brutale, positiviste, et qu'après commence la culture qui est de l'arbitraire et du délire, ce n'est pas une anthropologie, c'est n'importe quoi. C'est parce que nous pensons couramment suivant ce genre de principe que nous ne comprenons rien à ce que c'est que l'être humain. Et essayer d'agir raisonnablement avec des êtres humains pour diriger une société d'êtres humains en ayant des idées aussi fausses sur ce que sont les êtres humains, eh bien c'est comme vouloir conduire une voiture, je dirais, dans des lacets de montagne, en ayant les idées les plus fausses sur la force centrifuge. Voilà ce qui va se passer. Je voudrais revenir sur un point. On parle beaucoup de bien commun, d'intérêt général. Est-ce que le philosophe peut poser une définition du bien commun et peut-être nous expliquer la distinction que l'on doit faire entre bien commun et intérêt général pour bien comprendre en fait le pouvoir tel qu'il est, les dirigeants, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de l'entreprise, même le père de famille, les parents, se doivent d'œuvrer au bien commun. J'aimerais que vous puissiez un peu nous éclairer sur cette dimension du bien commun et... Bon, il ne faut pas dire de mal non plus de la notion d'intérêt général, si vous voulez. Aristote parle d'utilité commune. Hein. Il y a des choses qui sont utiles et qui sont utiles à tous, donc utilité commune. C'est vrai qu'en période d'épidémie, c'est vrai qu'on prend des mesures de prophylaxie qui sont d'utilité commune. Bon. Bien. Après, on comprend que si on définit l'homme comme une simple liberté relativement arbitraire, après, il va falloir malgré tout, un peu de bon sens, trouver en quelque sorte une intersection entre ces arbitraires. Bien. Et moyennant négociation, manipulation, rhétorique, pression, rapport de force, etc., on va définir une sorte de dénominateur commun d'intérêts sur lesquels on va pouvoir s'entendre. Bien. Il est certain que ça, c'est une logique qui fonctionne toujours, dans la mesure, mais ça fonctionne dans la mesure où il y a quelque chose de misérable dans la nature humaine. Selon la culture un peu dominante, si vous voulez, enfin, dominante de qui? Dominante par qui? Dominante pourquoi? Dans la culture dominante, la notion de bien, c'est pas très bien. Parce que chacun a son bien. Et puis le bien, quelle horreur, ce n'est pas bien. Donc c'est très clair, le bien, ce n'est pas bien, donc le bien devient le mal, et peut-être le mal devient le bien, je ne sais pas. Enfin, donc le bien. Puis d'autre part, chacun est tellement attaché à son propre, à sa propriété, n'est-ce pas, son individualité, à son quant à soi, que l'idée de commun, c'est pas bien. Donc le bien, c'est pas bien, le commun, c'est pas bien, et le bien commun, c'est très mal. Voilà. Bon. Si vous voulez, il y a un moment où il faut cesser
il faut commencer à penser sérieusement et ne pas se laisser impressionner par des bêtises. On dit par Rawls, c'est un philosophe, vous savez, américain très célèbre, s'est fait toute une grande réputation en prétendant qu'il fallait ne plus parler du bien, sauf dans le domaine purement privé, mais c'était la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice, je vous le demande, si ce n'est le bien dans les relations sociales, n'est-ce pas? Donc, en réalité, le bien, c'est comme le vrai, c'est comme le temps, c'est comme l'espace, ce sont des notions absolument universelles que l'on peut préciser, mais dont on ne peut en aucune manière se passer. Lorsque vous prenez une décision, vous choisissez entre plusieurs options, et vous choisissez la meilleure. Voilà. Et donc vous avez un critère de choix. Alors qu'est-ce que c'est que le meilleur? Je comprends plusieurs dimensions, vous avez à hiérarchiser. Donc il y a le bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien commun? Le bien commun, c'est l'ensemble des biens. D'abord, c'est l'ensemble des biens que nous possédons en commun. Quand je parle, ça plante dans une copropriété. Nous possédons en commun, je sais pas, les escaliers, la toiture, la cour, nos institutions, notre règlement de copropriété, notre gérant que nous désignons, etc. C'est ça. Et puis on possède en propre son appartement. Vous voyez. Bon. Donc la notion de bien commun, je dirais, elle est vécue comme une copropriété. Hein, donc être un copropriétaire responsable. Le bien commun, ce n'est pas simplement des choses, c'est aussi des institutions. C'est-à-dire il faut qu'on puisse prendre des décisions. Est-ce qu'on va construire un ascenseur ou non? Est-ce qu'on va être bloqué pour construire un ascenseur dans un bâtiment de 8 étages parce que celui du rez-de-chaussée ne veut pas payer? Vous comprenez? C'est des problèmes à résoudre. Bien, donc il faut qu'on ait des institutions permettant de décider de manière non tyrannique, non arbitraire, raisonnable, pacifique. Et il faut aussi on comprend bien que le bien premier, c'est la filia. Alors c'est d'abord le respect, la justice, si vous voulez, le fait qu'on ne veut pas s'escroquer mutuellement, se faire violence mutuellement, se manipuler, ruser. Donc une paix sans ruse ni violence, hein, mais qui est elle-même rendue possible par un désir et un souci de vivre ensemble dans la filia. Voilà. Donc ça, c'est ça le bien commun premier. Le bien commun premier, c'est la filia. Aristote, toujours lui, dans Éthique à Nicomaque, le livre 8, au début, dit « Les législateurs doivent prêter attention davantage à l'amitié qu'à la justice. Parce que s'il n'y a pas d'amitié, de toute façon, le droit, ça servira comme une arme. Les Américains ont formé l'abominable expression de lawfare, c'est-à-dire de guerre du droit. Le droit devient une arme de guerre. Et si par contre il y a l'amitié, la justice va presque de soi. Donc voilà le bien commun. Le bien commun, c'est donc c'est avant tout notre culture, mais une culture de filia qui inclut justement le respect de tout ce qui constitue la filia, toutes ces vertus sans lesquelles on ne peut pas être ami. Aristote, toujours lui, il dit l'essentiel sur le sujet, à savoir, il n'y a pas de véritable différence, dit-il, entre un parfait honnête homme et un véritable ami. Un véritable ami, il est courageux, il vous défend, en position pour vous, s'il pense que vous êtes injustement attaqué. Un véritable ami, il est juste. Il ne vous vole pas, il ne vous escroque pas, il ne vous prend pas votre femme, etc. Il respecte vos enfants. Etc. Et un véritable ami, il est modéré, il prend sa part, il vous donne de bons conseils, utiles à vous ou pas à lui. Et pareillement, il ne vous ment pas. Quelqu'un à qui on peut faire confiance. Si vous lui confiez un secret, il ne va pas le raconter à tout le monde, etc. Donc
La morale, ce n'est rien d'autre que la mise en pratique d'une amitié authentique. De ce point de vue, l'idée que la morale est quelque chose d'absolument subjectif, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est une ignorance de la question. On arrive au terme de cet entretien. Je voudrais juste revenir sur les ouvrages que vous êtes en train d'écrire, la collection que j'évoquais au tout début chez MAM sur l'humanisme chrétien. À travers ces ouvrages, vous jetez les bases donc, de cet humanisme chrétien avec ses différentes déclinaisons sur la culture, sur l'éducation, sur la santé. J'ai envie d'être, pour terminer cet entretien, d'être un peu provocateur. À quoi bon? À quoi bon jeter les bases d'un humanisme chrétien? Notre monde dans lequel nous vivons n'est plus chrétien. Est-ce qu'on doit sans cesse lui reproposer cet humanisme chrétien? Est-ce qu'on a une responsabilité par rapport à ça? Ou est-ce que, à l'image d'un Rod Dreher, nous devons créer notre humanisme chrétien dans notre monde, dans notre coin? Est-ce que vous pouvez nous éclairer peut-être sur cette question pour terminer notre entretien? Alors, d'abord, je suis moins ambitieux que vous ne le dites. L'humanisme chrétien ne m'a pas attendu pour exister. Vous ne jetez pas les bases, vous partagez avec nous les bases de l'humanisme chrétien. Non, le pape Benoît XVI emploie souvent l'expression de nouvelle synthèse humaniste. Il nous faut une nouvelle synthèse humaniste. Ça, c'est ce qu'il dit et qu'il répète et qu'il écrit. Bien. Donc, moi, ce que je voudrais faire, ce que j'ai voulu faire, c'est contribuer à l'édification d'une nouvelle synthèse humaniste. Bien. Ça, c'est le point. Si je ne crois pas que le monde dans lequel nous vivons soit si peu chrétien que cela. C'est-à-dire que quand le Christ est passé quelque part, il est inoubliable. Et ceux qui n'en veulent pas n'en finissent pas de s'en débarrasser. Et ceux qui essayent de s'en débarrasser, d'une certaine façon, souvent, aspireraient pour appeler un vrai christianisme. Hein. Et soit est une utopie pure, soit une attente prématurée du paradis sur la terre, hein, soit une protestation contre le fait que ceux qui se disent chrétiens, finalement, ne le sont pas assez. Donc il faut accepter de prendre ça pour nous. Je vais vous dire. La notion de l'humanisme est inséparable du progrès de l'homme en général, du développement de ses connaissances, de sa raison et de sa puissance sur le monde. Bien. Ça, c'est autrement dit, à moins de supprimer la technique, on ne supprimera jamais l'humanisme. Mais l'humanisme n'est pas forcément bienfaisant. Il voudrait toujours l'être, mais parfois il peut être catastrophiquement malfaisant. Il faut bien comprendre. L'homme a une valeur. L'homme a une valeur. Et une grande valeur. Où est la valeur absolue? N'est-ce pas? Si l'homme dit je suis la valeur absolue, il se fait Dieu. S'il n'y a pas de valeur absolue, l'homme n'a pas de valeur non plus. Une valeur relative, ou même très grande, ne peut pas exister s'il n'y a pas les talons premiers de la valeur. Donc, la valeur absolue. Valeur absolue, bien sûr, c'est Dieu. Et donc, si l'homme est la valeur absolue, l'homme est Dieu. Ainsi, le concept de l'homme-Dieu fait nécessairement partie de l'humanisme.
Donc, soit on est dans une perspective d'autodivinisation de l'homme, et là, ça va donner des résultats, à mon avis, très fâcheux, catastrophiques, parce que essayer de faire coexister des dieux, je vous souhaite bien du plaisir. Donc on est entre la liberté infinie de l'un, qui ne s'arrêtera jamais devant la liberté infinie de l'autre, soit on dit, alors il y a Dieu, mais Dieu n'est plus qu'une limite, et l'homme, finalement, rechigne devant ce Dieu qui n'est là que pour lui imposer des bornes, des interdictions, des obligations, etc., même si elles sont bienfaisantes. Donc, le Christ, c'est l'homme-dieu. L'expression est chez saint Augustin. Pas seulement Dieu fait, c'est pas seulement Dieu fait homme, mais c'est aussi l'homme-dieu. C'est-à-dire tout ce que l'homme peut avoir de plus surnaturel dans son désir se trouve accompli dans la personne même du Christ. Et donc, je pense que le christianisme, la religion de Jésus-Christ, véritablement, c'est-à-dire la foi dans le fait que les cieux se sont ouverts et que dans le monde empirique visible, il y a une figure humaine réelle qui est celle de Dieu. Incarnation. Donc, je pense que la religion chrétienne est totalement inéliminable du paysage humaniste. Parce que, si vous voulez, c'est l'autre. Si ce n'est pas elle, c'est l'autre. Alors, après, la question de la nouvelle synthèse humaniste dont parlait le pape Benoît XVI se comprend très aisément. C'est-à-dire que les chrétiens, historiquement, n'ont pas gardé l'initiative, si vous voulez. Et donc, et l'initiative est passée, on pourrait dire, à l'antéchrist, si vous voulez. Mais, chemin faisant, une foule de vérités et de valeurs ont aussi pris un certain développement, mais dans une direction qui présente forcément quelque chose de tyrannique, si vous voulez. Et alors, c'est pour ça que, à mon humble avis, le christianisme est pratiquement la religion naturelle de tous les hommes et femmes humanistes qui ont une religion. Et d'autre part, l'humanisme non chrétien ne sera jamais à cet égard qu'une tentative de sécularisation plus ou moins réussie. D'essayer d'avoir les valeurs du christianisme, la personne humaine, la liberté, l'amour du prochain, etc., mais sans avoir le surnaturel, les miracles, le clergé. Je veux dire, donc c'est... Et pour tout cela aussi, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que les miracles pèsent à la raison, alors que c'est raisonnable, pour que le clergé pèse à ce point, pour que la morale pèse à ce point. La morale. Le fait que les gens soient immoraux, qu'ils commettent des péchés, ça n'a jamais empêché de devenir chrétien. L'évangile est rempli, le Christ est venu pour les pécheurs. Donc, vous n'êtes pas moraux, bon, ben, ce serait bien, cette religion est faite pour vous, justement. Donc, il faut... moi, je pense que tout est ouvert, que la culture que nous connaissons aujourd'hui, cette espèce d'occidentalisation postmoderne, hyper individualiste, elle est finissante, comme le communisme était finissant à un moment donné, et qu'il y a
absolument plus que place pour l'espérance humaniste de l'homme-dieu. Mais ça suppose de revisiter personnellement et collectivement notre rapport à Jésus-Christ. Il n'est pas une sorte de particularité. Moi, je crois au vaudou, moi au bouchon de carafe, moi à Jésus-Christ. Non. Il y a quelque chose d'absolument essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri-Hugues, pour ce temps. Chers amis, le conseil lecture du jour renvoie bien entendu au livre AUX d'Henri-Hugues sur l'éthique des décideurs et puis cette collection dédiée à l'humanisme chrétien chez MAM. La semaine prochaine, le mercredi 3 juin, pour l'épisode 4, je serai heureux de recevoir son Excellence Monseigneur Bernard Ginoux, évêque de Montauban, pour une discussion sur la vision eschatologique que l'on peut avoir de cette crise. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi 3 juin à 18h30. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur le site internet pensez aujourd'hui pour penser demain.com. Pensez aujourd'hui pour penser demain, saison 1, épisode 3. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous.